pense que malheureusement, la Bretagne, on va se rendre compte que même s'il pleut, même si on a de la chance d'avoir une pluviométrie abondante, on va également être touché par ces sécheresses et par ces tensions. En 1964, il y a une fameuse loi sur l'eau qui était assez exceptionnelle d'ailleurs pour l'époque, qui a fait référence dans le monde entier, autour de 3 grands thèmes finalement. Le premier, c'est de créer ce qu'on a appelé les grands bassins hydrographiques. D'ailleurs, il y a une particularité que vous remarquerez, c'est qu'on a rattaché la Bretagne à la Loire, alors qu'on a 2 systèmes hydrographiques complètement différents. Mais vous remarquerez qu'on a rattaché aussi la Corse à Rhône-Méditerranée. Je pense qu'en 1964, le législateur n'avait pas du tout envie de donner de l'autonomie sur la question de l'eau, ni à la Bretagne, ni à la Corse. Et l'idée, c'est d'avoir une cohérence d'action entre l'amont et l'aval. Parce que le fleuve se gère au niveau de son bassin hydrographique. La deuxième, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle des parlements de l'eau, des comités de bassin. Et en l'occurrence, je préside le comité de bassin Loire-Bretagne qui regroupe 190 personnes. Et qui est très particulier parce qu'il regroupe des services de l'État, des élus, des territoires, régions, départements, EPCI, etc., des acteurs économiques, agriculteurs, industriels, etc., des pêcheurs, des associations de protection de l'environnement, des consommateurs. Et ce Parlement de l'eau, il a une mission importante, c'est de définir les grands enjeux de bonne gestion quantitative et qualitative du fleuve. C'est-à-dire d'assurer la cohérence de la prise en compte des problématiques de l'eau sur ces grands fleuves. Et la troisième originalité de la loi sur l'eau, ça a été de créer ce qu'on a appelé les agences de l'eau, qui sont des agences financières qui perçoivent des redevances sur les mètres cubes que tout à chacun consomme. C'est-à-dire que quand vous payez votre eau, vous payez une redevance à l'agence de l'eau. Et ça, ces redevances au niveau national, ça pèse 2 milliards d'euros par an. Et avec cet argent des redevances, on redistribue des aides financières aux agriculteurs, aux industriels, aux collectivités, pour assurer la bonne gestion quantitative et qualitative des eaux. Comment, avec une loi aussi puissante, qui a été complétée par la loi de 92, qui a décentralisé tout ça, en créant ce qu'on appelle les SAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, plus près des territoires. Il y a 2 problèmes majeurs aujourd'hui autour de ces questions en France. La première, c'est que le périmètre hydrographique n'est pas un périmètre politique. C'est-à-dire que le périmètre hydrographique, c'est le fleuve. Et ceux qui décident dans le fleuve, donc les administrations, qu'elles soient régionales, départementales, n'ont pas le même contour. Et ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne, etc. Et un fleuve, ça se gère de l'amont vers l'aval. Et la difficulté, c'est que le périmètre hydrographique n'a pas la puissance politique qu'il devrait avoir pour afficher et appliquer les bonnes mesures. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la politique de l'eau, qui est une politique intéressante en France, encore une fois, sa principale difficulté, c'est qu'elle ne parle pas aux autres politiques publiques. Et on sait bien, par exemple, en Bretagne, que le problème de l'eau en Bretagne, ce n'est pas un problème environnemental. C'est un problème de développement économique, d'aménagement du territoire et d'urbanisation. Et finalement, la qualité de l'eau de nos fleuves, elle ne dépend pas de la politique environnementale. Elle dépend de la manière dont on va gérer l'agriculture, gérer l'urbanisation, gérer le foncier, gérer l'aménagement du territoire. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on a encore pensé pendant jusqu'à très peu de temps qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait tout utiliser. Non, tout est dans tout. Je pense qu'il faut engager un grand plan de sobriété pour réduire les prélèvements. Pour tout le monde. Ensuite, il faut une autorité politique forte pour gérer le partage de l'eau. La Bretagne a une particularité, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne s'infiltre, s'écoule et se jette en Bretagne. Si elle arrive dans nos estuaires et qu'elle est dégradée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à terre. Et finalement, la qualité de l'eau de nos estuaires ne dépend que de nos comportements. Et finalement, nos fleuves ne sont que le reflet, le miroir de notre dysfonctionnement. En France, 80% de l'eau qu'on utilise, elle vient des nappes profondes.
et 20% des rivières. En Bretagne, c'est l'inverse, parce qu'on n'a pas ou peu de nappe d'eau souterraine. Donc les transferts d'eau sont très rapides. Quand vous êtes à la pointe du Finistère, ou en Finistère, vous avez quasiment entre 60 et 65% des masses d'eau conformes. Et plus vous allez vers l'est, plus ce taux diminue. Pour arriver en Ille-et-Vilaine, avec un taux de conformité des masses d'eau à 2%. Parce qu'il pleut 2 fois moins en Ille-et-Vilaine, où on a des 600 mm de pluie par an, par rapport au Finistère, où il pleut 1,20 m, 1,30 m. C'est-à-dire que si vous avez moins d'eau, ben évidemment, ça va être plus dur sur la qualité. Et c'est bien la manière d'aménager le territoire, de sauvegarder le grand cycle de l'eau, de préserver les zones humides, de préserver les talus, les haies, de limiter les écoulements, de garder l'eau dans nos sols. Et c'est un peu contraire à tout ce qu'on a fait en termes d'aménagement rural depuis 40 ans. On a oublié que l'eau était une ressource naturelle fragile. L'eau, elle roule, elle ne s'arrête plus. On ne la garde plus. Et je pense que les Bretons doivent se poser la question des solutions fondées sur la nature et du stockage de l'eau dans les sols. Donc il est temps de concilier adaptation, incontestablement, et atténuation. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne vient de sortir les chiffres clés sur les métabolites de pesticides. 95% des eaux bretonnes sont touchées par le phénomène. Il faut que la politique de l'eau parle à la politique agricole. Et il faut qu'on imagine un autre modèle. Donc il va falloir que ça s'accompagne par une transition agroécologique puissante. D'ailleurs, ce qui devrait conditionner les financements publics. On nous annonce la Bretagne à 3 800 000 habitants. Et rapidement, puisque quand on prend les chiffres de l'INSEE, c'est 2040. Comment on va faire pour les alimenter en eau? Donc si on ne change pas nos comportements de consommation, on va droit devant des tensions. Tensions sur les usages, tensions sur les priorités d'usage. Il faut que les autres politiques publiques comprennent que l'enjeu climatique est un enjeu majeur. 80% de l'énergie produite en France a besoin d'eau. Et quand vous savez que la température de l'eau augmente plus vite que la température de l'air, nos fleuves sont vraiment malmenés. Vous savez que la facture d'eau des Bretons, c'est 600 millions d'euros. La facture de la PAC en Bretagne, c'est 600 millions d'euros. Donc si elle veut être cohérent, l'argent, il est là. Hein. Moi, je crois que le vrai changement sera quand on aura pris conscience que l'eau est au cœur de toutes nos politiques. Moi, ce que je constate en Bretagne, par exemple, c'est que là où l'eau est la plus chère, c'est à la campagne. Là où l'eau est la moins chère, c'est à la ville. Le maire de Saint-Turial nous reçoit tous, là, et puis il dit moi, Madame la Ministre, moi, je veux bien demander à mes agriculteurs de faire des efforts pour ne pas mettre de pesticides, moins mettre d'intrants, etc. Je veux bien demander à ma population de faire attention à leur rejet, parce qu'il y a les barrages de la Chaise-Canu, etc., qui sont en dessous. Mais comment j'explique que l'eau est 2 fois plus chère ici à Saint-Turial que dans l'eau du bassin rennais que je produis? Plus vous urbanisez, par exemple, plus vous imperméabilisez les sols, plus vous avez de DGF, dotation globale de fonctionnement pour les communes, plus vous avez de fiscalité, plus vous avez d'aide. Quand vous êtes dans les modèles agricoles, plus vous êtes sur le modèle conventionnel, intensif, plus vous êtes aidé. Quand vous protégez le bien commun, quand vous préservez des fonds de vallée, quand vous préservez des zones humides, quand vous préservez du bocage, vous préservez le bien commun, pour tous. Eh ben vous avez que vos yeux pour pleurer. Moi, j'aime bien l'idée des états généraux de l'eau. Les chapelles, les églises, tous les lieux un peu symboliques, imaginaires, se sont créés autour de l'eau. Et l'eau était source de lien et de protection. On ne connaît même plus la géographie du fleuve. On ne sait même plus où elle prend sa source, ni où il se jette. Je vous rappelle que l'eau, c'est la santé. C'est la santé, notre santé à nous, tous. C'est la santé des générations futures, c'est ce qu'on va transmettre.